Bonjour à tous. Donc, je suis Virginie Dupérou, je suis la fille et la petite-fille de victimes environnementales de l'amiante, décédée de mésothéliome, dont un cancer dont je vais reparler tout à l'heure. Je fais partie de 3 associations. Ban Asbestos France, qui veut dire interdire l'amiante, qui fait partie d'un réseau mondial de lutte contre cette fibre. Je fais partie de l'association Henri Pezra, dont je reparlerai aussi tout à l'heure, et puis de l'ADEVA Centre, Association de défense des victimes de l'amiante pour la région Centre. Je suis libertaire également, donc très heureuse d'être là aujourd'hui, et puis j'ai rejoint également la CNT, voilà pour les présentations. En soutien, je suis membre aussi de Phytovictimes, une association qui vient en aide aux professionnels victimes des pesticides, puisque l'amiante et les pesticides, c'est un peu le même combat. Il y a même d'anciens amianteurs qui se sont reconvertis dans les pesticides. Alors l'amiante, bon, c'est une histoire qui remonte à la fin de la révolution industrielle. C'est là que son utilisation s'est intensifiée. Il faut savoir qu'à la base, c'est une fibre minérale d'origine naturelle, dont le caractère cancérigène a été très très vite reconnu. En fait, à partir de 1906, on sait déjà que l'amiante est cancérigène. C'est-à-dire qu'il y a un inspecteur du travail qui s'appelle l'inspecteur Auribeau qui va constater que dans les filatures textiles de Normandie, les ouvrières décèdent rapidement. Il va constater 50 décès en 5 ans, entre 1890 et 1895. Et puis, il va faire un article qui sera dans le bulletin de l'inspection du travail. On peut donc on ne peut pas dire que les industriels ne savent pas, on va dire, à l'époque, déjà. En 1913, il y a déjà des assureurs qui refusent d'assurer les travailleurs de l'amiante. On en est déjà là. Et puis en 1931, l'asbestose est reconnue comme maladie, mais elle ne sera inscrite sur le tableau des maladies professionnelles qu'en 1945. Alors l'asbestose, c'est un étouffement progressif dû à l'amiante, c'est un petit peu l'équivalent de la silicose pour les mineurs. En gros, c'est ça. Et on sait donc déjà, on connaît le caractère cancérigène de cette fibre, utilisée massivement pour l'isolation, notamment pour ses propriétés d'isolant thermique et phonique dans l'industrie. On le sait donc depuis le début du XXe siècle. Et malgré tout, en 1938, une usine va s'installer à Aulnay-sous-Bois, commune ouvrière de Seine-Saint-Denis, une usine qui s'appelle le comptoir des minéraux et matières premières. Alors comme vous pouvez l'entendre, dans son nom, il n'y a pas le mot amiante. Mais cette usine polluante et dangereuse, elle est classée, hein, c'est une installation classée. On va lui donner l'autorisation de s'installer en pleine zone pavillonnaire, au milieu de 3 écoles, et ce malgré les pétitions répétées des riverains. Ça ne va pas cesser en fait. Dès le départ, avant l'ouverture en 1937, déjà les gens protestent. Et puis ces gens-là vont s'installer et broyer officiellement des minéraux dits inoffensifs comme du mica, de la silice, de l'oxyde de fer. Alors c'est un mensonge d'ailleurs particulièrement pernicieux puisque l'oxyde de fer entre dans la composition de l'amiante. C'est Henri Pezra qui l'a démontré. Donc chercheur au CNRS, et eh bien l'amiante va être broyée au milieu de 3 écoles, en plein centre-ville de cette banlieue ouvrière pendant des décennies. 1938, c'est aussi l'année, sur un plan plus personnel, où mes grands-parents paternels vont déménager du 13e arrondissement pour aller à la campagne, à l'air pur, et ils vont s'installer à Aulnay-sous-Bois. Et puis ils vont en partir au début des années 1960. Entre-temps, déjà dans les années 50, il y a 2 Sud-Africains, les docteurs Sleggs et Wagner, qui vont identifier ce que l'on appelle le cancer de l'amiante, c'est-à-dire le mésothéliome. Le mésothéliome, c'est un cancer qui atteint la plèvre, donc qui entoure les poumons, qui atteint le péricarde,
l'enveloppe qui entoure le cœur, la membrane qui entoure le cœur, ou le péritoine, c'est-à-dire la membrane qui entoure les intestins. Et ces médecins vont identifier ce cancer pensant soigner des personnes atteintes de tuberculose. C'est-à-dire que ça se passe tout ça dans la région de Johannesburg, Afrique du Sud, et ils vont constater que tous les gens qui habitent à l'est de Johannesburg, ils peuvent les traiter et ils guérissent de la tuberculose. Tous ceux qui habitent à l'ouest, ils n'arrivent pas à les traiter. Et pour cause, il ne s'agit pas de tuberculose, mais ils vont identifier ce cancer dû à l'amiante. Chez des riverains, les riverains des mines d'amiante bleue, c'est-à-dire l'amiante crocidolite, la plus toxique des 3 variétés, même si les 3 variétés sont cancérigènes. Alors juste pour rappel, donc il y a la crocidolite, l'amiante bleue, le chrysotile, le blanc, qui est le plus massivement utilisé encore dans le monde malheureusement en cette année 2020, et puis la mosite ou amiante marron. Ils vont donc identifier ce cancer, et c'est là que la désinformation elle avait déjà commencé, puisque les industriels de l'amiante avaient déjà lancé des études dès les années 30 et organisé la désinformation, mais tout ça va s'intensifier. Et notamment, grâce, entre guillemets, d'ailleurs, à un médecin qui s'appelle le docteur Lanza, qui est l'ancien médecin qui a travaillé pour le bureau des mines aux États-Unis, et qui va faire passer du coup ce cancer pour une pathologie spécifiquement qui va toucher spécifiquement le peuple noir. On en est là déjà dans les années 50, c'est le cancer des Noirs, le mésothéliome. Et puis, presque à la même époque, enfin un petit peu plus tard, il y a un médecin aux États-Unis qui lui va identifier ce cancer. Il s'agit du docteur Selikov, qui est pneumologue. Il va l'identifier chez des ouvriers de l'isolation. Et il va commencer à faire des conférences et à informer tout le monde. Tout ça pendant que la désinformation du côté des industriels s'organise. Et la désinformation, elle va inclure toutes sortes de personnes, notamment des politiques, notamment des chercheurs, inféodés aux industriels, et puis des médecins. Et ça va perdurer comme ça, avec un point culminant en 1971, où là ils se réunissent tous à Londres, les industriels de l'amiante, pour continuer à organiser cette désinformation sur la toxicité de cette fibre. Et puis, il y a une phrase moi, que j'ai en tête, qu'on entend d'ailleurs dans ce film-là, Les Sentinelles de Pierre Pézra, fils d'Henri Pézra. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Le chat, c'est les ouvriers. Donc on continue à désinformer. En France, la résistance, elle va s'articuler autour du collectif intersyndical qui va se créer suite au scandale de l'université de Jussieu au milieu des années 70, université qui est bourrée d'amiante. Et il y a un nom qui va ressortir de tout ça, c'est le monsieur dont je parlais tout à l'heure, c'est Henri Pézra, le père du réalisateur Pierre Pézra, qui donc est chercheur au CNRS et qui lui va clamer haut et fort la toxicité de cette fibre. Il a fait des travaux, il a réussi à isoler, même à prouver ce qui cause la toxicité, c'est-à-dire l'oxyde de fer qui est contenu dans cette fibre. Il a continué à informer. Donc les autorités, pour répondre à cette menace qui gronde autour de ce collectif intersyndical, ils vont sortir un décret en 1977 sur la valeur limite d'exposition, sachant que c'est juste pour essayer de calmer un petit peu les choses, puisque avec l'amiante, il n'y a pas de seuil pour la toxicité, une seule exposition suffit. Le décret va sortir en 1977, qui abaisse le taux de fibres par litre d'air à 2 fibres, alors qu'il était recommandé 0,2. Donc ils savent déjà à l'époque de toute façon que ça ne va pas cesser, ça ne changera rien sur le nombre de personnes qui développeront plus tard un mésothéliome. Ça risque juste de calmer un petit peu les choses sur les asbestoses qui arriveront dans l'avenir, quoi.
Les industriels de l'amiante, eux, avec leurs complices dont j'ai parlé tout à l'heure, en réaction, et pour schématiser, vont mettre au point une structure, un lobby complètement officieux qui s'appelle le Comité permanent amiante, qui officiellement va s'établir en 1982 et perdurer jusqu'en 1995. Je dis bien officiellement jusqu'en 1995. Alors il y a les plus grands, hein, dedans les plus connus, c'est-à-dire Eternit, Saint-Gobain. Alors Eternit, c'est le cartel infernal en Europe, avec en France la famille Cuvelier, avec en Suisse la famille Schmideni, et puis en Belgique c'est la famille Emsens, qui a le monopole exclusif de cette entreprise qui va contaminer des travailleurs et des riverains partout en Europe et dans le monde. Saint-Gobain, qui est pas mal non plus, qui est allé exploiter la mine de Canabrava au Brésil pendant des décennies, qui a des milliers de malades et de morts sur le dos, sur la conscience, enfin en tout cas devrait-il l'avoir sur la conscience. Et puis il y a des entreprises moins connues. Bon, il y en a qui sont plus connues, oui, comme Evrit, comme Ferrodo Valeo, avec la vallée de la mort en Normandie. Ferrodo Valeo, les résultats de nos jours, c'est encore un mort par semaine en Normandie, un mort de l'amiante. Et puis il y a les petites boîtes, les moins connues, comme le comptoir des minéraux et matières premières d'Aulnay-sous-Bois, dont on parlait tout à l'heure. Sur un plan plus personnel, au milieu de tout ça, de cette histoire, ma famille est touchée pour la première fois en 1978 par l'amiante, sans qu'on se rende compte que l'amiante est à l'origine du malheur qui nous touche. C'est-à-dire qu'à peu près au moment où le décret de 1977 tombe, c'est là que ma grand-mère paternelle va tomber malade. Elle va tomber malade, on va lui diagnostiquer un cancer de la plèvre. Mais à l'époque, on ne nous parle pas du tout d'amiante. On va l'annoncer, les médecins à Nevers, dans la Nièvre, vont l'annoncer d'une manière assez brutale à ma maman, donc sa belle-fille, et à sa fille, qui sont présentes ce jour-là. En gros, on va leur dire, c'est un cancer de la plèvre, elle en a plus pour longtemps, entrez dans la chambre et faites comme si tout allait bien. Et ma grand-mère va décéder en 10 mois, dans des souffrances terribles. Elle recevra pas de traitement, elle aura ponction sur ponction, puisque en fait, ce sont des épanchements pleuraux à répétition, et ma grand-mère est ponctionnée, et puis au bout de 10 mois, eh bien, elle va partir, alors que c'était une femme à la base en pleine forme, une femme qui se levait de bonne heure tous les jours, qui faisait beaucoup de marches, qui faisait son jardin, il n'y avait aucune raison que ça arrive. Nous, on va comprendre uniquement au milieu des années 90 que l'amiante est à l'origine de tout ça, quand on va recommencer à parler du scandale de l'amiante dans les médias, Henri Pézra en tête, encore une fois. Et c'est là que mon père me dira un jour, mais c'est l'amiante qui a causé la mort de ta grand-mère. Seulement, gros point d'interrogation sur la manière dont elle a pu être contaminée, puisque ma grand-mère n'a jamais travaillé l'amiante. Et puis mon père, Paul, qui est quelqu'un dont je suis très proche, je pourrais dire mon meilleur ami. On se ressemble, on a les mêmes goûts musicaux, littéraires. Mon père était libertaire aussi. Voilà, mon père... En fait, cette histoire, par rapport à sa maman, ça l'a tracassé toute sa vie. Il a toujours cherché à savoir comment sa mère avait pu être contaminée. On n'a jamais compris, en tout cas pendant des années. Pendant ce temps-là, l'histoire de l'amiante se poursuit. Officiellement, donc, le CPA, le Comité permanent amiante, avec à sa tête M. Marcel Valta, qui est aussi bien connu pour son implication dans l'affaire des pesticides en France, puisqu'il est à la base aussi de cet empoisonnement collectif.
ce monsieur avec des médecins bien connus, comme les professeurs Bignon, comme Marianne Sau, comme le professeur Brochard, comme d'autres encore, très bien connus, des gens ayant pignon sur rue. Ces gens-là vont continuer à mentir, à désinformer, mais la menace gronde, puisque les choses commencent à se savoir, et puis, à force de batailler, les collectifs, des collectifs militants, des collectifs syndicaux, et puis un rapport de l'INSERM aussi qui va être déterminant sur la toxicité de cette fibre, vont faire que, enfin, en 1997, l'amiante va être interdit en France. Ça ne va pas se faire tout seul. Il va y avoir encore des entraves, puisque, par exemple, je sais qu'en 1991, il y a une directive de l'Union européenne qui demande l'interdiction de l'amiante. Et puis, on a en 1993 un monsieur comme Claude Évin, par exemple, qui est bien connu pour avoir fait interdire la cigarette dans les lieux publics. Ce monsieur, à l'époque, est ministre de la Santé, et lui va aller contre la directive européenne en écrivant noir sur blanc dans un rapport que l'amiante n'est pas toxique. C'est-à-dire que cette personne, comme d'autres, ont continué jusqu'au bout d'être aux côtés du lobby, être aux côtés, en faire partie, en fait, pour désinformer, pour que l'industrie continue à gagner des millions, des milliards, au détriment de la vie des salariés des usines et des riverains, qui seront aussi intoxiqués. Et puis, ça va continuer comme ça, donc jusqu'en 1997. Alors, c'est un comportement absolument abject. Et donc, on en arrive à cette période où enfin l'interdiction est là. 23 ans plus tard, on en est à une interdiction effective, mais toujours 10 morts par jour. Donc les 10 morts par jour, ça dure depuis les années 1860, ça perdure. Le mésothéliome, il a été identifié, je l'expliquais tout à l'heure, dès les années 50. En France, dès 1965, par un médecin qui s'appelait le docteur Jean Turia. Et à ce niveau-là, c'est toujours très compliqué. Pardon, là je suis un peu... Oui. Pour ce qui nous concerne, l'amiante va nous rattraper une seconde fois en 2014. C'est-à-dire que mon père, Paul, dont j'ai parlé, va ressentir une douleur du côté droit qui ressemble à un point de côté en fait. Et puis de fil en aiguille, on va lui découvrir une pleurésie. Au début, on n'est pas très inquiet parce qu'une pleurésie, ça peut avoir des causes multiples. Et puis surtout, mon père, qui donc était carreleur, mosaïste, marbrier, compagnon, il connaît la toxicité de l'amiante. Il a déjà refait son parcours professionnel et il n'est pas inquiet par rapport à ça puisqu'il sait qu'il n'a pas utilisé l'amiante. Il m'a dit quand même, j'ai été au contact de cette fibre d'une manière vraiment... ça a été très 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 épisodique entre 1985 et 1988, mais jamais en milieu fermé, et voilà quoi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Mais en gros, les examens vont révéler, au bout de plusieurs semaines, un cancer de la plèvre, donc un mésothéliome, donc pour la deuxième fois dans la famille. Et là, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas du tout. Et on se dit que l'histoire se répète étrangement, quoi. On va comprendre 2 mois plus tard, quand mes parents vont tomber là-dessus, en première page du journal, aujourd'hui en France, Le Parisien, empoisonné sans le savoir. Et là, on va découvrir l'histoire du comptoir des minéraux et matières premières d'Aulnay-sous-Bois. Mon père est né à Aulnay-sous-Bois, il y a grandi jusqu'à l'âge de 19 ans. Et il s'est rappelé effectivement que partout où il allait, avec ses amis d'enfance, il y avait de la poussière, mais bon, c'était l'usine, on ne se posait pas de questions. Les enfants à l'époque ne savaient pas qu'il s'agissait de poussière d'amiante. Il s'est souvenu qu'il y en avait quand il allait chez le maraîcher. Effectivement, l'usine jouxtait non seulement l'école primaire du bourg,
Mais le cimetière et le maraîcher, il s'est souvenu, oui, il y avait de la poussière sur les tombes, tout était blanc, etc. Il s'est souvenu de tout ça. Et il a compris que son intoxication, en fait, remontait à son enfance. Quand on a compris ça, on a appelé les lanceurs d'alerte, Nicole et Gérard Voide. L'alerte, elle avait été lancée en 1996. Il aura quand même fallu attendre 18 ans pour qu'un média national s'intéresse réellement à l'affaire et pour que nous, à 5 décennies d'écart, à 250 km de distance, on soit tenu informé de ce crime social, de ce scandale sanitaire et environnemental. L'alerte avait été lancée en 1996 donc par Nicole et Gérard Voide quand Pierre Léonard, le frère de Nicole, est tombé à 49 ans malade. On lui a diagnostiqué, pardon, à 48 ans, on lui a diagnostiqué un mésothéliome, et à 49 ans, il est décédé de ce mésothéliome. Nicole et Gérard vont alors, à partir de ce moment-là, faire des recherches absolument partout, parce qu'ils ne comprennent pas où Pierre a pu être contaminé. Ils se rendent très vite compte que ça ne peut pas être dans son environnement professionnel. Et puis c'est une voisine, une dame âgée, qui va leur dire l'usine au bout de la rue, là, nous les anciens, on l'appelait l'usine d'amiante. Et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à aller regarder, faire des recherches en préfecture. Ils vont trouver des indices, et même plus que ça. Et la préfecture, elle, va continuer à nier. Ils vont même recevoir un courrier sur lequel il est stipulé que la production d'amiante s'est arrêtée après 1945. Mensonge éhonté une fois de plus. L'histoire du CMMP, c'est une série de mensonges en fait. Parce que les pétitions des riverains n'ont pas cessé. On en trouve trace avant l'ouverture, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en trouve trace auprès des parents d'élèves des écoles contaminées, des 3 écoles, au centre desquelles se trouvait cette usine poison. On en trouve trace dans les années 50, dans les années 60. Il y a des inspections qui sont faites par un inspecteur de salubrité publique. Et puis à chaque fois, la préfecture de police envoie son propre inspecteur pour dire il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Et même si le CMMP qui avait promis en tout cas une étanchéité de ces locaux ne l'a jamais respecté, eh bien il n'y a jamais de sanction. On trouve par exemple la trace d'une installation en 1977. 1977, la date elle est importante, parce qu'officiellement le CMMP arrête de broyer de l'amiante en 1975. En 1977, on trouve trace de l'installation d'un broyeur d'amiante qui se fait sans autorisation, et ils vont broyer 50 tonnes d'amiante par jour, rien que ça. Voilà. Alors officiellement, la production s'arrête en 1975, mais en 1977, il se passe ça. Il faudra m'expliquer comment c'est possible. Bon, malgré tout, bien qu'ils disent qu'ils aient arrêté le broyage d'amiante en 1975, on les retrouve encore en 1986 dans l'annuaire de la chimie, en tant que revendeur d'amiante. Et puis, en 1991, sentant que l'interdiction allait se profiler, ça a commencé par une interdiction dans les mastiques, dans l'école, eh bien, ces gens-là vont décider de délocaliser dans l'Aisne, ils vont laisser les lieux en l'état, et puis ils vont partir à Saint-Quentin. L'usine va rester comme ça jusqu'en 2010, et ne sera dépolluée que grâce aux associations, les services de l'État ayant une fois de plus fait la sourde oreille tant qu'ils auront pu le faire. Ce qui veut dire que les gosses de l'école du bourg ont respiré l'amiante du CMMP jusqu'en 2010. La dépollution, elle va s'effectuer sous confinement étanche, elle va prendre des mois. Ce sera une autre bataille menée par donc le collectif associatif, Banasbestos France, par l'ADEVA 93, par Aulnay Environnement. Mais nous, tout ça, ma famille ne le sait pas dans la Nièvre. Donc en 2014, pour en revenir là, on diagnostique ce mésothéliome à mon père et on comprend par la presse. On va apprendre par les lanceurs d'alerte la lutte qui s'est menée, que je viens d'expliquer très brièvement.
Et mon père va se lancer dans le traitement de ce mésothéliome dont on comprend enfin l'origine. Alors à Nevers, dans la Nièvre, on va tomber sur une pneumologue qui va nous mentir sur le traitement, puis sur la rémission. C'est un traitement de chimiothérapie. Elle ne va pas mentir sur un point, c'est un traitement qui est mondial. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été validé en 2006, c'est la combinaison de 2 molécules de chimiothérapie, cisplastine, Alimta. Mais moi je vois bien sur internet qu'on n'en guérit pas de ce cancer. Elle me répond que chez mon père c'est très très localisé. C'est vrai que Paul, que j'appelais par son prénom, Paul a l'air très en forme. À 72 ans il n'en paraît pas à 60 et au début on ne le dirait pas malade. Donc elle me dit c'est très très localisé et vous avez une chance sur 2, comme pour tous les autres cancers, ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Donc Paul, qui ne s'est jamais soumis à rien, va se soumettre à ce traitement. Il va perdre du poids, il va en reprendre, il va subir tous les aléas que subissent les personnes sous chimiothérapie. En février 2015, donc, on nous annonce une rémission et puis on nous dit en gros on va vous surveiller pendant quelques temps, tous les 3 ou 4 mois. Et puis, évidemment, au premier contrôle, en juin 2015, on va nous annoncer une récidive alors qu'en fait, il n'y a jamais eu de cesse et qu'on nous a menti dès le départ. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les relations avec cette pneumologue, elles ne seront jamais faciles. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours extirper les informations. Il va falloir essayer de faire en sorte qu'elle nous parle parce qu'elle nous fuit. Elle est fuyante, elle ne parle pas. Quand il y a un examen de passé, on doit courir après les documents, on doit les mendier. Et c'est quelque chose de terrible, quoi. Donc en juin 2015, comme on nous a annoncé la rémission, comme on nous aurait parlé d'un sujet quelconque, voilà, vous êtes en rémission, et bien en juin 2015, on nous annonce la récidive. Et là, va commencer ce que j'appelle, moi, le voyage au bout de l'enfer. Souvent, je compare ça au film de Michael Cimino. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est-à-dire que je vais voir mon père se dégrader. Ils vont changer une molécule dans le traitement, c'est-à-dire que la Limta va rester là. La Limta, c'est vraiment la base du protocole, je ne peux pas dire du traitement, puisque ça ne traite rien, du mésothéliome. Et puis à la place du cisplastine, on va nous donner du carboplatine. D'ailleurs, la pneumologue appelle ça au départ carbo-cisplastine. Cisplastine. Et moi, je cherche sur Internet et je ne trouve pas. Mais elle s'est même trompée au niveau de la dénomination du traitement. Il faut quand même le faire. Et puis Paul va perdre de l'appétit. Et au mois d'août, le 7 août exactement, la date elle est importante. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Paul va être mis sous oxygène. Le 7 août, pourquoi c'est important? Parce qu'un an, jour pour jour, juste avant, il avait subi ce qu'on appelle un talcage. Le talcage, qu'est-ce que c'est? C'est une intervention que subissent toutes les victimes atteintes de ce cancer de la plèvre. La plèvre, elle est composée de deux parois. Et de 2 feuillets, pardon. Et cette plèvre, ces 2 feuillets, en gros, on insuffle du talc entre elles pour qu'elles se collent et que les pleurésies ne se reforment pas. Mais insuffler du talc, ça enlève de l'élasticité. Et en plus, ça ne résout rien. Paul avait subi ça un an auparavant. Avant qu'on lui annonce d'ailleurs officiellement qu'il avait un mésothéliome, il ne l'a su qu'un mois plus tard, en septembre 2014. À l'époque, on lui a dit, écoutez, on va vous faire ça, et puis le liquide ne reviendra plus, en gros. Un an jour pour jour, donc après ce talcage, qui ne sert à rien, eh bien, mon père est mis sous oxygène. Moi, ça fait, depuis l'annonce de cette maladie, que je cherche absolument partout sur Internet un moyen de le sauver. Je cherche ce qui se fait partout dans le monde, je tombe sur ce traitement. On est donc en 2015, là, je cherche partout et je ne trouve pas. J'aurais fait n'importe quoi, je l'aurais emmené n'importe où pour qu'on le soigne, pour qu'on le sauve. Et puis, je vais finir par trouver.
Je vais trouver les noms sur un site américain, j'insiste bien, américain et pas français. Je vais trouver les noms de 3 spécialistes qui essaient d'autres protocoles pour ce cancer. Il y en a un à Lille, il y en a un sur Villejuif, et puis il y en a un à Lyon. Je vais prendre rendez-vous avec le plus proche, le médecin qui est sur Villejuif, et on va me donner rendez-vous, là aussi la date est importante, décidément. On va me donner rendez-vous pour le 14 septembre 2015. Mais mon père, fatigué, usé par ce traitement, par le manque de suivi médical, va être hospitalisé une première fois. Une hospitalisation qui ne changera rien. D'ailleurs, à cet hôpital, dans cet hôpital à Nevers, on ne peut pas venir avant les heures de visite, donc on arrive l'après-midi. On reste avec lui tant que c'est possible, tant qu'on ne nous met pas dehors. Et puis, on va retrouver à côté de lui, à 14 heures, encore le déjeuner du matin, quoi. On ne voit pas de médecin, on ne voit personne, tout le monde fuit, et puis, malgré tout, les malades de l'amiante continuent à affluer, puisque j'ai le souvenir d'un monsieur dans une chambre juste en face de mon père, qui, à l'été 2015, parle encore naïvement, le pauvre, à sa femme et à sa fille qui sont là, d'un talcage qu'il va subir. Je me souviens bien de ça et je me dis, lui, il en est au début de son calvaire et il ne le sait pas encore, quoi. Il faut savoir que dans la Nièvre, on a eu des affaires comme partout, hein, d'amiante. Il y a des industries qui l'ont utilisé massivement, notamment les aciéries à Infy, à 15 km de Nevers. Et puis les malades ne se comptent plus non plus à la SNCF, aux ateliers de Varennes-Vauzelles, qui jouxtent juste Nevers, quoi. Donc ce monsieur, il peut provenir d'un de ces 2 endroits, ou d'ailleurs, puisqu'il y a énormément de contamination environnementale, hein, partout. L'amiante est encore présent, à titre d'exemple, seulement dans 85% des écoles en 2020. Donc c'est absolument terrible. Tout ça pour dire que Paul va subir une première hospitalisation et puis les médecins vont le faire rentrer à la maison. Ça n'aura rien changé, pas amélioré sa situation physique. Et puis le 24 août 2015, il va être réhospitalisé à bout de force. À bout de force. Et nous, on attend, on décompte les jours ensemble parce que mon père, qui pensait qu'un médecin ne pouvait pas mentir, il croyait en la probité médicale, eh bien, il s'est aperçu que cette personne, cette pneumologue, lui a menti dès le départ. Et avec nous, il décompte les jours pour aller voir celui qui, il le sait, ne pourra pas faire de miracle, mais pourra tenter de le soigner avec quelque chose qui pourra retarder les choses, ou au moins le faire vivre mieux, puisque là, il est relié 24 heures sur 24 à une bouteille d'oxygène, on ne nous offre même pas d'ailleurs d'oxygène portatif. Et là, on va nous parler Enfin, mon père, lui, il me dit je suis comme un chien en laisse, en fait. Je ne peux plus rien faire. Voilà. J'ai plus de capacité pulmonaire. Je suis relié à ça. Je ne peux même plus mettre les pieds dans mon jardin. Paul, donc, il est réhospitalisé, malheureusement, une dernière fois, le 24 août. Et puis, cerise sur le gâteau, il va attraper dans cet hôpital qui est neuf, hein, relativement neuf, il date de 2003, mais qui est une belle coquille vide, il va attraper un staphylocoque. Et puis le 10 septembre, moi à la base je dois monter à Paris puisqu'il y a une audience par rapport au CMMP avec notre avocat, maître François Laforgue, qui doit représenter les associations pour que le pollueur CMMP paie la dépollution sur Aulnay. Et à la base, je devais y aller, j'avais dit à mon père que j'irais. Et le 10 septembre 2015, c'est le jour où Paul commence à se sentir de plus en plus mal. Et puis en fait, le calvaire va durer 4 jours et il va nous quitter le 14 septembre 2015. 14 septembre, c'est le jour où on avait rendez-vous avec le spécialiste qui aurait pu tenter quelque chose. Et que la pneumologue a dit connaître en plus. Ça a été terrible de l'entendre. Alors, Paul nous quitte. Et là, c'est mon monde qui s'écroule, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on est proche de quelqu'un qui a subi ce calvaire, on n'en sort pas indemne, ni physiquement, ni moralement. Moi, à l'époque, je sais que je suis filmée aujourd'hui, donc on me voit.
À l'époque, je fais une quinzaine de kilos de moins que ça, parce que de tout l'été, j'ai pas à manger. Parce que mon père ne pouvant plus manger, je me sentais plus le droit de manger non plus. Parce que on n'a plus de vie, on est à l'hôpital, on nous met dehors quand les horaires sont terminés, on est obligé de le laisser entre leurs mains, on n'a pas de solution, et puis on s'occupe pas de nous, quoi.